Cher professeur, je m'appelle Blanche. J'adore les animaux et leurs grands yeux humides. On me conseille de faire éthologie. Qu'est-ce que c'est? Puisque tu aimes les animaux, la prochaine fois que tu vas au zoo, regarde bien. Si tu vois un type louche qui se tient à l'écart, il y a de fortes chances que ce soit un psychopathe ou un éthologue. L'éthologue étudie le comportement animal. 5 mai, j'observe une femelle phoque prête à l'accouplement. Mais aussi le comportement humain. 15 juin, j'observe une femelle humaine probablement prête à l'accouplement. Arrête! Tu me stresses, Régis! En 2002, une équipe de chercheurs se posa une question cruciale. Comment savoir si une vache a le moral? C'est là que l'équipe du docteur Sandem eut une idée géniale. Une idée ambitieuse. Pour connaître le degré de frustration de l'animal, ils ont eu l'idée de mesurer la surface du blanc de l'œil visible. Plus le stress de frustration de la vache augmente, plus cette surface est visible. Mais... Je sens que ces histoires d'yeux vous passionnent, donc je continue. L'œil humain recompose le mouvement à partir des images qu'il capte. Quand le jeune Peter Parker se fait piquer par une araignée et devient Spider-Man, il se met à percevoir beaucoup plus d'images et tout lui paraît plus lent, plus fluide. Ce super pouvoir doit être un peu pénible à force. Peter, attends-moi, pas si vite. Si à la place d'une araignée, Peter s'était fait mordre par un escargot de Bourgogne, il serait devenu Snellman, l'homme escargot. Or, l'escargot ne perçoit que 2 images par seconde, qu'il voit le monde en accéléré. Imaginez le mauvais film d'action que ça ferait. Salaud, je finirai par t'avoir. Tiens, pour rester sur le sujet des yeux, savez-vous que les capucins à face blanche peuvent se tabasser à mort pour un territoire? Pour se réconcilier, les capucins font une sorte de pacte de sang et s'enfoncent mutuellement le doigt dans l'œil. Vous imaginez ça entre des humains? Alors, avec Angela, nous nous sommes mis d'accord. Ja, kleine Fritzi. Alors, chère Blanche, l'éthologie n'est-elle pas une science passionnante? Et si vous avez pas les yeux en face des trous? Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, je m'appelle Sandy. Je ne dors plus depuis que j'ai lu sur Internet qu'on avale des araignées en dormant. C'est vrai, ça? C'est un fait. Quand nous dormons, il nous arrive de faire des rêves complètement fous. Une terrible légende prétend qu'on avale aussi des araignées sans le savoir. Certains estiment qu'on avale près de 4 araignées par an et d'autres 500 grammes dans sa vie. Ça représente quand même 20 000 bestioles. Tout ça, ce sont des légendes urbaines. Ben oui, si une araignée nous marche sur le visage, on se réveille. Soit par un réveil spontané, T'as rien vu? soit réveillé par un tiers. Ah, mais qui est con ce chat? Ou alors l'araignée descend directement dans la bouche grâce à son fil. Mais ce serait étonnant qu'elle arrive à passer près de la langue et de la luette sans les toucher. Et de toute façon, pourquoi une araignée irait-elle s'aventurer dans notre bouche? Bah oui, pourquoi? Certains disent que les araignées viennent au coin des paupières pour boire les larmes. À boire, vite! Mais c'est des chips! Oubliez toutes ces folles rumeurs. Une araignée est bien équipée pour vous éviter. Pour ça, elle a des poils sensitifs un peu partout et un organe lyriforme encore plus sensible. Là, en forme de lyre. Transposons sur Spider-Man pour mieux comprendre. Ces organes réagissent à la moindre vibration jusqu'à 1 kilomètre de distance. Merci, mon petit Speedy. En plus de ça, les araignées captent les odeurs avec leurs pattes. Vous croyez donc vraiment qu'elle va s'approcher d'une bouche béante qui sent le fennec? Le problème, c'est que 9% de la population est super arachnophobe. Lâche cette pauvre femme! N'aie plus peur, Mary Jane. Sale bestiole! Pour les arachnophobes sévères, des psys ont mis au point une thérapie appelée STA.
on projette aux phobiques une série d'images qui font penser à des araignées. Ah! Au secours! C'est ça, marrez-vous, mais cette thérapie marche à 92%. Et puis, Sandy, entre nous, gober une araignée, c'est pas si grave. Alors, au lieu de faire des bains de bouche à l'insecticide avant de dormir, Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même. cher prof, ma coloc, elle est grave mignonne et j'aimerais trop être invisible pour la voir prendre sa douche, mais je trouve rien sur le net. Tu peux m'aider? Vous avez trop regardé Le Seigneur des Anneaux. Cette aventure avec Gandalf le magicien, et Hobbit poilu des pieds, et le fameux anneau qui rend invisible, mais c'est pas pour de vrai. C'est du cinéma. Vite, mon anneau! Et là, pouf, le Hobbit devient invisible alors que lui, il voit tout. Seulement voilà, pour voir, l'œil doit dévier les rayons lumineux et les faire converger en un point. Donc, pour être parfaitement invisible, il doit être aveugle. Si Frodon voit, ses yeux absorbent la lumière. Donc, bien qu'invisible, on devrait quand même voir de petits points noirs se balader dans le vide. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit. C'était une mouche! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Frodon? Je me suis pris une tapette à mouche en pleine poire, Sam. Savez-vous que le docteur Nicholas Hopkinson de l'Imperial College of London a étudié le niveau de vitamine D des personnages des romans de Tolkien en fonction de leur alimentation, leurs habitudes et leur lieu de vie? Oh, l'excuse bidon pour mater des films au boulot. En gros, les hobbits vivent à la campagne, courent, boivent du vin et mangent du fromage au soleil. Ils sont en bonne santé. C'est pour ça qu'ils gagnent à la fin. Les méchants qui vivent dans des grottes, eux, sont agressifs, poilichons et ressemblent à E.T. Donc ils perdent à la fin. Une carence en vitamine D augmente le risque de fracture ostéoporotique. Pas étonnant qu'ils perdent leurs bras dans Star Wars. Ils voient jamais le soleil. Ah, mon bras! C'est ta carence en vitamine D. Tu devrais faire une cure, Luc. Eh, t'es pas mon père. Ben, justement, Vous allez dire, ouais, les méchants, ils sont tous moches et vivent dans le noir. C'est le cliché des vilains. C'est vrai, car l'inverse serait vraiment perturbant. qui veut du thé? Mais à propos, vivre dans l'obscurité avec une alimentation pauvre et peu variée, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ah non, je veux trop pas finir comme eux! Vite, de l'air! Alors, plutôt que de chercher à être invisible pour me voir sous la douche, Tapez plutôt Tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête, mais bon, vous mourrez quand même. Cher prof, mon père veut qu'après mon bac plus 12, je bosse comme un dingue, même si je dois tomber malade et gagner une misère. Que faire? Ben, t'as qu'à devenir chercheur. Voilà un beau métier qui demande beaucoup de sacrifices pour des clopinettes. Quand je pense à tous ces scientifiques au bord du burn-out que l'humanité ignore... Dans la catégorie bosseur suicidaire, je te présente Percy Terry, un brave type qui vécut au début du XXe siècle et qui eut une idée bigrement maligne en ces temps de guerre. Il inventa une pommade durcissante à s'appliquer sur le corps, à même la peau pour faire office de gilet pare-balles. C'est tout de même génial comme invention. Pensez aux nudistes qui pourront enfin, eux aussi, se canarder librement à poil. Tu m'as jeté du sable, ordure! Évidemment, en bon chercheur, Percy testa sur lui-même sa pommade avec un revolver. Pour la séance! Pas de bol, la balle lui transperça la joue. Il récidiva avec un fusil. Ça va marcher cette fois? Je vous mets au défi de trouver de nos jours un tel dévouement chez les chercheurs. J'aurais pu aussi vous parler du chirurgien Evan O'Neill Ken. Un jour, il eut soudain mal au bas du ventre. Oh, une appendicite! Oh. N'étant affilié à aucune mutuelle, Ken prit une décision de pas piquer des hannetons. Vous savez quoi? Je vais m'opérer tout seul, tiens. Une bonne injection de cocaïne et d'adrénaline dans le vide. Hein, c'est parti, mon kiki! Ah, mais quel bazar là-dedans! Il est où ce fichu appendice?
Au début du 19e siècle, un jeune physicien romantique allemand au bout du rouleau, Johann Wilhelm Ritter, testa la pile qu'il avait inventée sur différentes parties de son corps. Sur la langue, le nez, les globes oculaires. Et aussi, il la testa assidûment sur ses parties génitales, inventant ainsi l'électro-orgasme. De fait, il s'électrocuta avec des intensités de plus en plus fortes. Johann, nous avons un gros problème avec la facture de l'électricité. Verstehe? Ach so. Et ce, jusqu'à sa mort à 33 ans. Donc, mon petit Gattaz, votre papa, hein, dites-lui d'y aller mollo niveau zèle au travail. Et puis, plutôt que vous tuer à la tâche... Tapez, tu mourras moins bête sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même, hein. Cher professeur, il y a des scientifiques malchanceux, mais en existe-t-il des vraiment fous? Contrairement à vous, qui êtes absolument génial. Oui, je me suis écrit à moi-même parce que si je dois compter sur vous pour me faire des compliments, je peux toujours attendre. Et puis, j'avais envie de parler des scientifiques complètement barrés. Grâce à mon poney temporel, retrouvons l'Amérique du XVIIIe siècle. Voici le docteur Stubbins-Firth. J'adore ce type. Il a voulu démontrer par tous les moyens que la fièvre jaune n'était pas contagieuse. Pour ça, il a étudié le vomi des malades. Pour commencer, il s'est incisé le bras. Résultat, aucun symptôme de fièvre jaune. Alors, la fois suivante, il s'appliqua le vomi dans les yeux. Et même, il en ingurgita. Oh, je suis tout barbouillé. Ne vous inquiétez pas, c'est psychologique. Tenez, allons voir au début du 19e siècle. Voici le révérend Thomas Dick. Cet homme pensait que Dieu avait créé l'univers non pas à son image, mais à celle de l'Angleterre. Alors, il eut une idée de génie. En supposant que la Lune a la même densité que l'Angleterre, j'estime qu'il y vit 4,2 milliards d'habitants. Thomas Dick en déduisit aussi, dans la foulée, la population totale des habitants de l'univers. 60 quadrillions et 573 trilliards. C'est trop facile de se moquer des ancêtres de la science. Allons plutôt voir si ceux du XXe siècle étaient plus malins. Prenez Martin Shine et Edgar Hall. Ces deux Américains se sont posé une question bigrement existentielle. Quel est le minimum nécessaire pour exciter un dindon? Pour répondre à cette palpitante question, les deux chercheurs ont d'abord présenté une dinde à un dindon. Excitation 100%. Puis, ils ont retiré petit à petit des parties du corps de la dinde pour voir jusqu'à quand ça n'exciterait plus le dindon. 100%. Pareil. Il finit par ne présenter que la tête de la dinde au bout d'un bâton. Ce qui prouve qu'un dindon, c'est con. Mais j'y pense, est-ce que le test marche aussi chez l'homme? Vous saurez bien aussi parler de Luther Barr, qui étudia le rôle bénéfique de la marche arrière sur la santé. Mais... Au lieu de vous prendre pour des apprentis sorciers, tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. Mais bon, vous mourrez quand même.